Bonjour Geoffroy Roch de Bazieux, Bonjour. merci d'être avec nous dans BFM Politique. La RATP s'est fortement mobilisée vendredi, plusieurs lignes de métro fermées, quasiment toutes, du jamais vu depuis 12 ans. Est-ce que vous comprenez cette colère contre la réforme des retraites ? Alors, juste peut-être prendre un peu de recul avant de répondre à votre question. Pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme? Alors ça, on y reviendra, mais sur cette colère, Non, mais la colère, il faut la elle comprendre était aussi par rapport à spectaculaire. ce qui est prévu. Pourquoi il y a eu les régimes spéciaux en 1945? Mais vous Parce ne qu'il y avait des comprenez pas, métiers cette particuliers. colère? Non, mais C'est pour ça que vous voulez pas répondre. je vais répondre à la fin de la réponse, mais je voudrais juste expliquer pourquoi il y a eu les régimes spéciaux et pourquoi ils n'ont plus lieu d'être. On faisait des régimes spéciaux à la RATP, à la SNCF, dans d'autres métiers, parce qu'il y avait des conditions d'exercice du métier qui étaient très particulières. SNCF, c'est très connu, c'est les conducteurs de nuit, etc. On est maintenant plus de 70 ans après, les conditions ont changé et il y a un problème d'équité. Alors, effectivement, on quand travaille on est toujours rentré... la nuit à la RATP, Alors, mais dans des justement, conditions sous c'est pour ça que dans le projet tel que je l'ai compris, il y aura bien des conditions de pénibilité pour certains métiers. Alors évidemment, les gens qui sont rentrés à la RATP en espérant pouvoir partir à la retraite à 52 ans, je comprends, si vous voulez, qu'ils soient mécontents. Mais il faut aussi comprendre, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un problème d'équité vis-à-vis du reste de la population, qui part beaucoup plus tard. Et le chauffeur de bus, c'est un exemple qui a été pris par le Premier ministre, mais il est assez bon. Le chauffeur de bus d'une municipalité pour un bus municipal et celui de la RATP n'ont pas du tout les mêmes conditions. Donc il y a un problème d'équité. Vous Je trouvez pense que qu'il faut c'est faire de la exagéré pédagogie. de faire grève de cette manière ? Prendre les franciliens en otage, parce que ça a été le cas, ça a été une galère énorme pour tous les franciliens, ça n'est pas normal. Et ça le n'est pas service normal. minimum, alors cette loi de 2007 sous Nicolas Sarkozy qui n'a pas fonctionné ? Évidemment, elle devrait s'appliquer. J'ajoute un point. Comment ? Sanction ? Amende ? Écoutez, ça, c'est pas ma décision, c'est celle de la direction de la RATP qui devrait s'appliquer. Mais j'ajoute un point. Dans le projet tel qu'il a été présenté par le Premier ministre, on parle de 2040, c'est-à-dire dans 21 ans. Alors, je veux bien qu'on se mette en grève pour tout bloquer. Applicable à partir de 2025. Non. La convergence des régimes spéciaux, c'est 15 ans après 2025. Donc 2040. Donc, ce sont des gens qui viennent de rentrer à la RATP, dont l'espérance de vie est probablement au-delà de 85 ans, qui passeraient plus de 35 ans à la retraite. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire. Vous n'êtes pas d'accord. Voilà, vous appelez d'ailleurs tous les syndicats aujourd'hui dans une tribune publiée dans Le Parisien aujourd'hui en France à jouer le jeu de cette réforme, de cette concertation. Mais est-ce que vous jouez le jeu, vous ? En tout cas, avoir un diagnostic partagé. Parce que si vous voulez, il y a un déni de vérité qui est quand même très particulier et qui est spécial à notre pays. On est le pays qui passe le plus de temps à la retraite. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs. 27 ans, la durée moyenne, évidemment c'est une moyenne, 27 ans à la retraite. Il y a un chiffre qu'on ne peut pas contester. Il y a 1,7 actifs par retraité. Il y en aura 1,4 dans 20 ans. Donc il y a un problème de démographie. Et donc, quelle que soit l'opinion politique des uns et des autres, quel que soit le côté de la table où on se trouve, on ne peut pas nier ces faits. C'est pour ça que moi j'appelle les syndicats, en tout cas ceux qui font preuve, j'allais dire, d'honnêteté intellectuelle, à dialoguer. Et vous êtes prêt à faire quel compromis, vous, quelle concession pour aboutir à cette réforme ? Mais j'ai pas de concession à faire. C'est pas un dialogue entre les syndicats et le patronat. C'est d'essayer de faire un diagnostic partagé dans la société pour trouver les solutions les plus justes possibles. Et je le dis à Laurent Berger, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup de respect, dire que quand on a 10 milliards de déficit en 2025, ce que dit le corps, c'est l'épaisseur du trait. Je trouve ça presque dangereux, si vous voulez, pour, au fond, la crédibilité d'abord de la parole publique, et même pour ce que les Français, qui ont quand même malheureusement historiquement un appétit pour le déficit en disant on verra bien, on les pousse dans ce mauvais système. Il faut reconnaître les faits, les chiffres. Et cet argument est utilisé par l'opposition, les opposants à cette réforme. Laurent Berger, vous l'avez dit, mais aussi Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Pour eux, il n'y a pas de question d'équilibre du régime des retraites, justement parce qu'ils parlent de 9-10 milliards sur 310 milliards d'euros. D'abord, ce raisonnement de 10 milliards sur 300 milliards est extrêmement dangereux. Je suis désolé, pour le MEDEF, pour les entreprises, pour les Français, 10 milliards, c'est pas l'épaisseur du trait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cette réforme ? Oui. On a besoin de faire cette réforme pour deux raisons. Parce qu'on a un système qui est extrêmement complexe et où il y a un problème d'équité. Il n'y a pas que les régimes spéciaux, bien sûr. Les femmes ont un tiers de retraite en moins, de pension en moins, que les hommes. Les salariés qui ont commencé tôt ont un problème de valeur de leur pension. Ceux qui ont des carrières hachées, notamment les gens qui enchaînent des CDD, ont aussi un problème de pension. Donc il faut réformer. Et il ne faut quand même pas oublier qu'en 2017, les Français ont voté pour un programme présidentiel où c'était marqué en toutes lettres.
On n'est pas 10 ans après, on Alors, est 2 ans et demi avant, après. vous mettez en avant l'équité, la justice. Ce n'est pas du tout l'avis de Marine Le Pen qui estime que cette réforme aggrave la précarité. Je vous propose de l'écouter. À aborder des sujets qui sont des sujets fondamentaux pour l'avenir de nos compatriotes. Je pense évidemment à la réforme des retraites que je vais combattre avec la dernière énergie car je crois qu'elle aura des conséquences en termes de précarité sur l'ensemble de nos compatriotes, pas seulement quelques-uns comme on cherche à nous le faire croire en évoquant des régimes spéciaux et en prenant celui qui est peut-être le plus caricatural. Non, c'est l'ensemble des Français qui partiront un jour à la retraite sans savoir combien ils pourront toucher et avec évidemment une retraite beaucoup plus basse que ce qui existe aujourd'hui. Voilà, elle est mauvaise pour tous les Français. Prenons le problème à l'envers. Si on ne fait rien, qu'est-ce que dit le corps? Le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. C'est pas le MEDEF, c'est un organisme qui réunit à peu près tout le monde et qui est le spécialiste. Qui doit rendre un rapport. Qui va rendre un rapport. Mais il l'a fait en juin 2019. Je ne pense pas que le rapport soit très différent. Il dit qu'en 2040, les pensions, la retraite des Français, qui est aujourd'hui à peu près de 56% de leur salaire moyen, passera à 30%. Donc, là où on va assister à une paupérisation, là où on va assister à ce que décrit Marine Le Pen, c'est si on ne fait rien. C'est ça la réalité. Tout le reste, je suis désolé de le dire, c'est de la démagogie pure. Donc il faut faire cette réforme. Et j'ajoute un point, on parle de 10 milliards, et j'interpelle de nouveau Laurent Berger, il dit, et je suis d'accord avec lui, il faut plus d'équité. Mais l'équité, il faut la payer. Si on augmente la pension des femmes, par exemple, en augmentant le temps passé à s'occuper des enfants, eh bien, il va bien falloir qu'on le paye. Et on le paye de quelle manière? Il y a 3 solutions. On augmente les cotisations. Ça augmente le chômage et malheureusement, ça aggrave les déficits. On baisse les pensions, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, la seule solution, c'est d'augmenter les recettes en travaillant plus longtemps. L'âge légal ou la durée du temps de travail. C'est vraiment un deuxième niveau de discussion, si vous voulez. Je pense que là, on rentre dans la technique, en quelque sorte, et que le débat a été mal commencé. Nous, on pense qu'il faut un âge pivot. A parlé d'une durée de l'âge légal. Mais si vous voulez, ça, c'est une mécanique. Il faudra que les Français travaillent plus longtemps. D'ailleurs, ils le savent. Vous savez, les Français sont intelligents. L'âge moyen de départ à la retraite dans le privé, c'est 63 ans, 63,4 exactement. Vous parlez du privé, il y a une différence. Il y a une différence, mais les salariés du privé, dont l'âge légal est à 62 ans, vont travailler plus longtemps, ils travaillent plus longtemps. Sur la méthode et le temps, le Premier ministre aujourd'hui assume, cette réforme, elle prendra le temps qu'il faut. Est-ce que ce calendrier est tenable, un projet de loi avant l'été? Moi, je ne suis pas contre, j'allais dire, cette méthode qui prend le temps. Pourquoi? Parce que c'est un sujet extrêmement anxiogène pour les Français. Il concerne tout le monde, il ne concerne pas que les partenaires sociaux. Et si cette réforme doit être, j'allais dire, la der des der... Mais vous croyez qu'elle verra le jour? Vous avez confiance moi, en la capacité réformatrice d'Emmanuel Macron? Moi, je crois d'abord en la parole de l'État. C'était dans le programme présidentiel. Ça a été redit par le Premier ministre. Je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole des uns et des autres. Ce qu'il ne faut pas, effectivement, c'est qu'on renonce. Parce que si on renonce, ou si ça n'est pas la dernière réforme, les Français qui sont déjà très inquiets de leur retraite n'y croiront plus. C'était chez un confrère là, cette semaine et j'entendais un son pareil d'une auditrice de Limoges qui avait 28 ans et qui disait, moi de toute façon je commence à épargner parce que j'aurai pas de retraite. C'est ce que pensent les Français. Et donc si on doit leur redonner confiance, il faut vraiment que ça soit une véritable réforme, à la fois paramétrique et systémique. Emmanuel Macron vante l'acte 2 de son quinquennat et dans cet acte 2, plus d'écoute justement sur la réforme des retraites, faire avec et non plus sans les Français. On l'a vu auprès de Français plus pauvres, défavorisés cette semaine. Est-ce que pour vous, il a tourné le dos aux patrons, aux riches? On en reparle dans un instant, mais d'abord on écoute le président. Je crois très sincèrement que la pauvreté, c'est pas un statut. Et que l'entrepreneuriat, c'est pas réservé aux start-up. La guerre qu'on doit mener tous ensemble, ça n'est plus une guerre de position. C'est une guerre de mouvement, celle qu'on mène contre la pauvreté. On ne peut la mener que si on réussit. La ministre a parfaitement décrit chacune des entreprises, depuis le début, qui sont conduites par le gouvernement. Si on arrive à ce que tous ces moteurs, en quelque sorte, s'allument. Est-ce qu'il a changé, Emmanuel Macron ? C'est plutôt au commentateur journaliste de le dire. Moi, vous êtes un acteur direct. Je vais faire 2 commentaires, ça ne donne pas sur le son. Le premier, c'est que le MEDEF n'a pas entendu Emmanuel Macron pour dire que l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux start-up et que c'est la meilleure façon de sortir des gens qui veulent s'en sortir de la pauvreté ou en tout cas d'un statut social difficile. La deuxième chose, c'est, et pardon d'être un peu critique, mais c'est pas parce que c'est bon pour l'entreprise que c'est mauvais pour les salariés. Cette idée très française,
un peu marxiste quand même, de dire c'est un gâteau et donc si je donne d'un côté, je prends de l'autre, je pense que ça correspond plus à rien. Vous voulez dire qu'Emmanuel Macron est marxiste? Non, je veux dire simplement que vous avez un petit fond marxiste. Non, mais en disant c'était le président des patrons et maintenant c'est le président des pauvres. Ça n'a aucun sens. Ça dans sa communication gouvernementale aussi. Oui, mais si vous voulez, c'est de la caricature. François Hollande, dans la dernière partie de son quinquennat, a fait un pacte de responsabilité donc, qui a permis de créer presque 1 million d'emplois, 924 000 exactement. Ce n'était pas le président des riches ni le président des patrons. Le sujet, c'est qu'en baissant les charges sur les entreprises, on leur permet de faire des marges, on leur permet d'investir et on leur permet de créer des emplois. Est-ce que cette politique va s'arrêter? Parce que c'est ça votre question, au fond. Est-ce qu'on va avoir un tournant c'est une question. Je vais dire la vérité, c'est une question. C'est vrai que le budget 2020 peut poser la question, puisqu'il y a un énorme effort. Plus les ménages, la baisse des impôts. Il y a une redistribution très forte vers les ménages, plus de 5 milliards d'euros. Et pour la première fois depuis 5 ans, les impôts sur les entreprises ne vont plus baisser. Ça vous inquiète? Que ça pose question. Ça pose question. Et je veux dire, ça pose question pas tellement sur l'orientation politique, mais sur l'efficacité, puisque la ministre du Travail, le gouvernement, a un objectif de 7% de chômage. Et c'est vrai qu'on est à 17 trimestres de suite de baisse du chômage et de création d'emplois dans les entreprises privées. Pourquoi? Je reviens au point précédent, parce qu'on a baissé le coût du travail. Si on s'arrête, l'objectif de 7%, surtout que la conjoncture est quand même inquiétante, l'objectif de 7% risque de ne pas être atteint. Mais est-ce que vous regrettez quelque part de ne plus être les chouchous d'Emmanuel Macron, alors qu'au début de ce quinquennat, suppression de l'ISF pour les entreprises, baisse des charges patronales, effectivement? On n'a jamais été les chouchous, mais ne c'est pas les patrons, c'est les entreprises d'abord, ça c'est le point important, et c'est les Français, parce que les 924 000 personnes qui ont trouvé un emploi, c'est eux les chouchous de cette politique, c'est pas le patron, c'est grâce à cette politique, mais qui a commencé en 2015, il faut le dire, ça fait 4 ans, 5 ans maintenant, qu'on a une politique qui est effectivement tournée vers l'entreprise. Ça s'appelle une politique de l'offre. Et ça marche. Et donc je trouve dommage, risqué pour le chômage, parce qu'au fond, pas les entreprises qui vont être pénalisées, c'est les chômeurs qui seront pas recrutés. Mais Gérald Darmanin le dit en présentant son budget, il prépare les esprits. Attention, les patrons aujourd'hui doivent être moins égoïstes. Alors j'ai pas entendu cette phrase, mais je n'ai pas une question d'égoïsme. Quand on a des marges, on investit, on embauche. Et je regrette, vous savez que ce budget 2020 bénéficie d'une conjoncture exceptionnellement favorable du point de vue des taux d'intérêt, puisque pour la première fois, quand l'État emprunte, ça lui rapporte de l'argent. Probablement plus de 5 milliards d'euros l'année prochaine. Ces 5 milliards d'euros, on peut les distribuer en pouvoir d'achat. Effectivement, électoralement, c'est plus payant. Mais on sait très bien que la bonne manière de faire, la bonne manière de construire de l'emploi dans la durée, c'est la politique de l'offre. Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce qu'Emmanuel Macron a encore besoin de vous, non pas vous en tant que personne, mais le patron du MEDEF, puisque lui, il tutoie les patrons, il les connaît très bien après son passage à Bercy. À quoi sert le MEDEF encore aujourd'hui? Je veux dire, il tutoie quelques patrons du CAC 40, mais le CAC 40, il y en a 40. Et en France, vous avez plus de 3 000 entreprises, on avait 170 000 de plus de 10 salariés, et c'est eux qui font l'emploi. Vous voyez, j'étais à Châtellerault jeudi. Un bassin industriel. J'ai vu des entreprises de 10, de 15, de 30 salariés. C'est là où se fait l'emploi, c'est là où se fait la croissance. Et les adhérents du MEDEF, ils sont là, 47 salariés en moyenne. Donc il a besoin, c'est pas il a besoin d'ailleurs, la France a besoin de ses entrepreneurs et de ses entreprises. Est-ce que vous avez rendez-vous, je reviens sur la réforme des retraites rapidement, vous avez un rendez-vous à l'Élysée, à Matignon, très bientôt? J'ai pas reçu l'invitation, mais je ne doute pas qu'elle va arriver. Merci Geoffroy Roux de Bézieux. Il est midi 24 quasiment. C'est l'heure de Politique au quotidien avec Olivier Beaumont. Rebonjour pour Le Parisien. Aujourd'hui en France, c'est à vous Olivier. Merci Camille. Bonjour. Bonjour. Roux de Bézieux. J'aimerais qu'on revienne pour commencer sur un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines, lorsque vous avez décidé d'annuler l'organisation d'une table ronde sur les populismes avec la participation notamment de Marion Maréchal Le Pen à l'occasion donc des universités d'été du MEDEF, qu'on appelle maintenant Rencontre des entrepreneurs de France. Eh bien, vous avez retenu la nouvelle marque. Exactement. Maintenant que l'événement est passé, que tout ça est un petit peu retombé, est-ce que vous regrettez pas quand même finalement d'avoir cédé un petit peu peut-être rapidement à la pression, aux critiques que vous avez dû essuyer à ce moment-là? Vous ne pouvez pas maintenir cette table ronde pour une raison simple, c'est que ça avait été interprété par certains comme la tribune de rentrée politique de Marion Maréchal, ce que ça n'était pas du tout. Donc, sur la décision elle-même d'annuler, non.
Mais je ne regrette pas l'invitation et je vois d'ailleurs qu'il y a... Quelle drôle d'idée tout de même. Non, c'est pas une drôle d'idée. D'avoir invité Marion Mais pas Maréchal. du tout, pardon, c'est pas une drôle d'idée. Il y avait Cécile Duflot, il y avait Raquel Garrido, il y avait des tas de gens Vous les d'opinions mettez sur différentes. le même plan, Mais- Cécile Duflot, ancienne Mais ministre. sur le débat démocratique, je suis désolé, je pense qu'il faut confronter des gens d'opinions différentes. Mais je constate, quelques semaines après la polémique, qu'il y a dans 15 jours, je crois, une grande réunion des conservateurs ou des droites, je ne sais pas comment ça s'appelle, que Raphaël Enthoven, que le député de La République En Marche, Aurélien Taché, vont débattre avec Marion Maréchal. Donc ça Je veut dire pense- que si Mais je c'était à pense refaire, simplement peut-être que qu'une dans un an, vous le démocratie- referez. Une démocratie qui fonctionne, et c'est pas le sujet de votre question, mais il y a quand même une vraie question sur les démocraties et la manière dont ça fonctionne, hein, quand on voit autour de nous un certain nombre de pays. Elle doit être capable de confronter sans polémique des opinions, à condition qu'elles représentent un courant important de pensée. Il Mais suffit est-ce que pas vous n'avez pas d'adapter. cédé un peu vite? Pardon ? Vous n'avez pas cédé un peu vite à la Non, parce que pression sinon, si vous voulez, politique pendant 3 mois, on n'aurait parlé que de ça. Cette université d'été Rencontres d'un point de France a été un immense succès, à la fois en visiteurs et même en qualité de débat. Et ça aurait, j'allais dire, perturbé le débat. Mais sur le fond, je continue à penser que si on n'est pas capable de débattre avec des courants de pensée qui ne sont pas les mêmes, sur le plan économique, parce que nous, l'idée, si vous voulez, Oui. c'était de parler du programme Oui, économique, bien sûr, de mais- confronter une vision Mais est-ce qui que n'est ça- pas la nôtre. hein. est-ce Mais que ça elle veut est dire qu'on est- libérale, la vision. Oui. Pardon, Olivier, mais la vision de Marion Maréchal, elle Et a d'ailleurs, elle publié s'est une fendue. tribune. Elle s'est fendue d'une Elle est tribune. libérale. Alors, Oui. j'ai vu la tribune après coup, effectivement. Mais Elle propose une troisième voie. Elle. Voilà, elle propose une troisième voie. C'est pas tout à fait libéraliste, si vous avez lu En la tout tribune. cas, c'est vrai, mais Non. elle utilise ce mot. Oui, mais donc c'est une troisième voie. Débattons-en. Et d'ailleurs, toute la rencontre des entrepreneurs de France, hein, donc l'université d'été, était sur le capitalisme demain. Parce que oui, on n'est pas, si vous voulez, complètement... les patrons, pour reprendre votre expression, ne vivent pas hors sol. Ils se rendent bien compte que autour d'eux, alors plus à l'étranger qu'en France, mais en France, il y a des critiques sur le système. Qu'est-ce qu'on fait des monopoles de type GAFA? Qu'est-ce qu'on fait des problèmes de climat? Qu'est-ce qu'on fait des problèmes d'inégalité? Et donc c'était le thème de ce débat. En interne, en tout cas, il y avait aussi des fortes pressions hein, pour qu'elle ne vienne pas. Du tout. Aucune. Laurence Parisot, Ça n'est pas de prédécesseur. l'intérêt. Madame Parisot Non, n'est non, plus mais présidente bon, du MEDEF depuis pendant oui, 8 mais ans. quand même, c'est encore une voix qui compte. Ça veut dire, aujourd'hui, Non, est-ce pardon, que... je vais vous corriger Ouais. tout de suite. Non, j'annule les débats le jeudi. Le lundi, il y avait un vote d'une réforme, la plus grosse réforme depuis 20 ans. Vous savez quel score j'ai fait? 97%. Donc me dites pas qu'il y a de pression en interne, c'est totalement faux. Mais est-ce que le mur existe toujours entre le patronat et l'extrême droite? Il n'y a pas de mur. Madame Le Pen est venue, pendant la présidentielle de 2017, à l'invitation de mon prédécesseur, exposer ses thèses. Je crois que c'est vraiment le mauvais débat, si vous voulez. Il y a un programme économique du Front National qui n'est pas du tout compatible pour nous avec la croissance en France. Il y a un programme économique de la France Insoumise qui n'est pas non plus compatible. Mais soit on ignore, alors que partout dans le CDE, enfin dans les pays européens, ça attire 30, 40, parfois beaucoup plus en Italie, % de la population, soit on débat sur le fond. Alors pas sur les thèmes qui ne sont pas nos thèmes, mais sur les thèmes économiques. Pourquoi il faut l'euro? Pourquoi l'euro est important? Pourquoi fermer les frontières? En gros, enfin, en tout cas, renforcer le protectionnisme, ça ne marchera pas. Voilà les thèmes sur lesquels il faut débattre. Donc d'accord, donc le but c'était pas d'offrir une tribune de rentrée à Marion Maréchal, c'est-à-dire que si demain elle revient dans le jeu politique, si elle devient à nouveau une élue, elle pourrait être invitée... Mais comme l'avenir. Marine Le Pen l'a été quand elle D'accord. était candidate au présidentiel. Alors, il y a quand même un chiffre qui peut interpeller, une statistique en tout cas, c'est un patron sur 5, sur 6, hein, ça dépend un peu des études, vote aujourd'hui pour le Rassemblement national. Est-ce que vous considérez que c'est normal, que ça correspond finalement à la carte électorale du premier tour de l'élection présidentielle, ou au contraire, c'est un chiffre qui vous interpelle, voire qui vous inquiète? C'est un chiffre qui forcément nous interpelle. En même temps, c'est moins que la moyenne de la France, si vous voulez. Donc, pour un parti qui présente, alors je sais pas, 20%, 22%, ça dépend comment on compte, mais en tout cas un pourcentage Si c'est 1 sur 5, significatif. ça fait 20%. Donc Oui, on je est crois. dans Enfin, la- moi, j'avais dans vu la des tendance. études où on était, enfin, où les patrons, alors au sens très large, hein, y compris les indépendants, y compris les artisans, donc avec évidemment Oui. Exactement. j'allais dire un échantillon assez hétérogène, était un peu en dessous. Mais à la limite, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire justement, et je reviens sur le point précédent, qu'il faut rentrer dans le débat, expliquer que le programme économique, encore une fois, hein, des populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, risquent de créer un chômage endémique en France, risquent de ralentir la croissance, et que les solutions qu'ils proposent, avec des vraies questions, parce que c'est vrai que aujourd'hui, le capitalisme, l'économie de marché, laisse de côté un certain nombre de gens. Et quand vous regardez d'ailleurs la carte électorale des votes populistes,
ou celle des Gilets jaunes, le phénomène de métropolisation de l'économie, c'est-à-dire de la concentration de la richesse et des emplois. Quand même, mais bien sûr, de ce chiffre de 1 sur 5. Mais bien sûr, et encore une fois, je ne voudrais pas dire que j'avais raison, mais c'est pour ça qu'on avait mis le sujet à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'on voulait en débattre. Si vous voulez mettre la poussière... Vous auriez dû tenir, finalement. On sent qu'il y a du regret quand même Oui. chez vous. Oui, mais si vous voulez, à partir du moment où un certain nombre de députés En Marche avaient décidé d'en faire un cas, vous voyez, au sens, un cas de polémique, on voit bien comment ça se passe. Et j'allais dire, je n'accuse pas les journalistes, parce que ça fait partie des règles du jeu, les messages c'est aussi les élus de la République En Marche, ils sont montés au créneau. C'est eux qui ont commencé. Oui, tout à fait. Voilà. Pas, Oui. vous avez juste, Exactement. Ouais. si j'ose dire, emboîté. Est-ce que ça a terni l'image du MEDEF? Je ne crois pas. Écoutez, je ne crois pas. Si vous voulez, encore une fois, du point de vue des adhérents, je vous ai donné le chiffre tout à l'heure. Et puis la rentrée qu'on a faite à Longchamp, donc cette université d'été, a été saluée unanimement. Vous avez eu pas mal de reportages, bon, c'est pas à moi de le dire, mais qui étaient plutôt positifs. Et surtout, je pense que ce qu'on a réussi à faire, et c'est ce que je veux faire du MEDEF, c'est montrer un MEDEF qui ne se préoccupe pas seulement de ses profits trimestriels ou des baisses de charges, qui essaie de se placer dans la société, dans une forme de perspective. Vous savez, on est, comment dire, je pense que le système va se régénérer du même comme il l'a toujours fait. Mais c'est vrai qu'il est menacé, qu'il est critiqué. Quand vous avez la même année Nicolas Hulot d'un côté qui dit le libéralisme n'est pas compatible avec la protection du climat, et de l'autre Vladimir Poutine qui dit mais de toute façon l'idée libérale est obsolète, ça doit nous interpeller. Et ça fait la donc c'est de ça transition dont avec on a notre parlé. Alors, la deuxième société, thème. justement, ça doit nous interpeller, vous le dites. Il y a une phrase que le chef de l'État, Emmanuel Macron, prononce dans l'extrait que Camille a présenté précédemment, à l'occasion de ce déplacement dans le Val-de-Marne sur le thème de l'insertion en milieu de semaine, où le chef de l'État dit « la pauvreté n'est pas un statut ». Qu'est-ce que cette phrase, elle vous inspire? Est-ce qu'il a raison quand il dit ça? C'est pas une phrase qui est anodine. Et plus globalement, est-ce que les 8,5 milliards d'euros promis il y a un an dans le cadre du plan pauvreté suffiront-ils à éradiquer la pauvreté en France? Alors, je vais passer quelques minutes sur la pauvreté pas un statut, parce que je pense que c'est un vrai débat philosophique. On a le système fiscal le plus redistributif du monde. Comme vous le savez, les inégalités en France sont les plus basses, avec le Danemark, je crois, de tous les pays de l'OCDE, parce qu'elles le sont après redistribution, pas avant. C'est-à-dire qu'on a un système qui, au fond, redistribue de l'argent, qu'il prend plutôt aux classes moyennes supérieures et aux classes supérieures, mais qui, parce que c'est des allocations, maintient les gens dans un statut de pauvreté. Et là où je peux partager la phrase d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faudrait trouver, et évidemment c'est pas simple, des moyens d'inciter les gens à s'en sortir. Quand on regarde bien, le vrai problème français, c'est l'inégalité de destin. C'est-à-dire le fait qu'il y avait cette statistique terrible de l'OCDE, je ne sais pas si vous l'avez vu il y a quelques mois, qui disait quand vous êtes fils d'ouvrier, ou en tout cas dans la partie la moins aisée de la population, il vous faut 6 générations pour sortir de ce statut. Et c'est ça le sujet. Et j'ai trouvé, il y a une phrase, moi, que j'ai bien aimée, parce qu'au MEDEF, on est vraiment là-dessus, c'est de dire l'entrepreneuriat, c'est pas que les start-up. On a une opération chaque année, depuis 5 ans, alors évidemment, c'est à petite échelle, où il y a plusieurs centaines de jeunes, en général, plutôt jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes de banlieue, enfin, en tout cas de zones défavorisées, à qui on donne un coup de main sous forme de coaching, ça s'appelle les déterminés, et qui vont créer leur entreprise. Alors, c'est pas une entreprise, alors on ne sait jamais, mais enfin, c'est pas une entreprise de 50, de 100, de 200 salariés. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet, parce qu'il y a de l'énergie, il y a de la volonté de s'en sortir, et c'est ça qu'il faut encourager. Et donc, sur le système redistributif, je finis juste, je pense qu'il faut, et le plan pauvreté, il faut faire en sorte que ça ne soit pas simplement de l'assistanat qui vous maintienne dans ce statut, justement. Alors vous parlez de statistiques, il y a aussi d'autres chiffres qui peuvent nous interpeller. La pauvreté a baissé en France, elle est descendue à 14%. Pourtant, paradoxalement, le sentiment de pauvreté, lui, s'accroît. Il est monté à 18%. Il y a un autre chiffre aussi qui a été révélé cette semaine par le Secours populaire. Chez les 8-14 ans, donc c'est les tout petits, 62% des 8-14 ans redoutent de devenir un jour, à un moment de leur vie, pauvres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est le pessimisme français Non, pas que. Vous savez, j'allais dire, les Français sont intelligents. Je pense que c'est cette inégalité de destin. C'est cette idée que si je suis né au mauvais endroit, et les mauvais endroits, c'est pas forcément la banlieue. Pensez aux villes moyennes, voire aux petites villes, qui, en termes d'opportunités, n'offrent pas du tout les mêmes destins et les mêmes chances que quand on habite une métropole. Il y a un chiffre qui est très frappant. C'est vrai partout dans l'OCDE, mais c'est très fort en France. 80% des emplois créés depuis 10 ans, on crée des emplois en France. Pas assez, mais on en crée. Créés dans 19 métropoles. C'est-à-dire que la richesse se concentre géographiquement en zone urbaine. au même endroit. Et pourquoi? C'est facile à comprendre.
Il y a 100 ans, Mais on peut on faire crée plein des de débats entreprises juste en 10 philosophiques, secondes. Geoffroy Roux de Bézieux, mais très On crée concrètement. des entreprises là où il y avait des ressources, c'est-à-dire le charbon, l'eau, etc. Aujourd'hui, on crée des entreprises, on développe l'emploi, il y a les ressources, les universités. Et donc, il faut que dans ce plan pauvreté, dans les mesures que prenne le gouvernement, on imagine ce qu'on avait fait dans les années 60 avec la Datar. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Datar. L'aménagement du territoire. Oui, mais ça peut paraître un peu ringard, mais moi j'y crois vraiment. Je ne vais pas vous reparler de Châtellerault où j'étais jeudi. Bassin industriel, 35% d'emplois dans l'industrie. Mais c'est une ville moyenne, mais c'est une ville où la capitale de région est passée à des kilomètres, puisque c'est Bordeaux, la Nouvelle-Aquitaine, ça fait plusieurs centaines de kilomètres. Comment on redonne à ces territoires une chance dans la mondialisation? Là, c'est un vrai défi, et on doit en parler avec les syndicats, on doit en parler avec le gouvernement. Dernière question, dans ce pessimisme ressenti par les Français, c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de facteurs exogènes, que ce soit le Brexit, la situation en Grande-Bretagne, et puis aussi la situation d'Allemagne, et puis on nous parle du spectre d'une récession mondiale. Finalement, c'est qui ou c'est quoi le premier ennemi économique de la France aujourd'hui? Très rapidement. Le premier ennemi économique. Oui. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur entre le Brexit, la guerre commerciale? De ce point de vue-là, Chine-États-Unis? non, je pense qu'évidemment, les tensions sino-américaines sont les plus importantes parce qu'elles dirigent l'économie du monde. Mais il n'y a pas de fatalité. De même façon, il n'y a pas de fatalité pour les villes moyennes, il n'y a pas de fatalité à la croissance. D'une certaine manière, je vais le dire à l'envers, on a un tel poids administratif, on a un tel poids de la bureaucratie, on a un tel poids des impôts, on a un tel poids des prélèvements que, à contre-courant de l'économie mondiale, si on fait l'effort de la politique de l'offre, on peut malgré tout créer des emplois. Merci Olivier Beaumont, c'est la fin de BFM Politique au quotidien. Dans un instant, on retrouve Question d'écho avec Emmanuel De Chypre. A tout de suite. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec la nouvelle Passat de Volkswagen. Volkswagen. Nouveau Mazda CX-30. Drive together. S'il arrive quelque chose à la voiture d'Arnaud, professeur des écoles, alors les ennuis commencent. C'est pourquoi GMF vous prête sans surcoût un véhicule de remplacement si le vôtre est immobilisé. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Oh non! Professionnel qualifié, tarif connu à l'avance. La meilleure chose à faire, Medépanneur.fr. Embarquez pour de nouvelles sensations avec la Nissan Leaf 100% électrique et sa conduite à une seule pédale. Découvrez les technologies Nissan Intelligent Mobility et libérez-vous du carburant. En septembre, ayez le déclic électrique. Nissan Leaf 100% électrique est à seulement 249 € par mois, batterie incluse. Si vous saignez lors du brossage, vous souffrez peut-être des gencives et ça peut empirer avec le temps. Mauvaise haleine, inflammation des gencives, jusqu'au déchaussement des dents. Dites stop. Essayez Parodontax. Parodontax est 4 fois plus efficace contre la plaque dentaire. Dites stop au saignement des gencives. Parodontax, dispositif médical. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see. Bénéficiez de 4 000 € d'avantages clients sur la série limitée Capture Sunset. Ça n'a rien d'un gagne-pain, ça n'a rien d'un passe-temps. Ça ne me suffit pas quand c'est juste suffisant. Je fais comme je le sens, mais je le fais plus fort. Quand tu dis que c'est le sort, moi je dis que c'est la chance. La vie ce n'est pas la vie, si elle n'est pas intense. Nouvelle Audi A1.
Mode intense activé. L'aventure débarque chez vous avec la fibre à seulement 15 € par mois pendant un an, puis 38 €. Appelez le 1090. SFR, enjoy. Lorsqu'on défie la logique, les règles sont bouleversées. Le temps peut faire marche arrière. Le haut devient le bas. Et une Lexus hybride se recharge en roulant. En ce moment, le Lexus NX hybride est à partir de 349 € par mois, entretien inclus. BFM Politique avec notre invité ce dimanche, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF. C'est à vous, Emmanuel Le Chypre, pour Question d'écho. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Je voudrais pointer ce qui me semble une contradiction dans votre discours. Quand Camille vous a demandé est-ce qu'il fallait faire la réforme des retraites, vous avez dit oui. Et puis vous avez terminé en disant mais attendez, il faut que la France s'attaque d'abord à ses problèmes, la surfiscalité, la complexité administrative, le poids de l'État, etc. Mais cette réforme des retraites, elle va absorber tout le potentiel de réforme de la deuxième partie du quinquennat. Or, est-ce qu'elle était vraiment si urgente que ça au regard des autres réformes? Vous dites 10 milliards, c'est beaucoup, mais 80 milliards de déficit public, c'est énorme aussi chaque année. Est-ce que le plus important, c'était pas d'abord la réforme de l'État, sachant que si vous faites la réforme des régimes spéciaux des fonctionnaires, vous ferez pas la réforme de l'État. Il y avait plus urgent quand même. C'est une erreur, cette réforme des retraites. J'ai pas dit d'abord, j'ai dit aussi. Ah, mais aussi, il faut choisir avec ce non, gouvernement. Je ne crois pas, je ne suis pas d'accord avec vous. Les retraites, c'est 14% du PIB. C'est le premier poste de dépense de l'État, loin devant tous les autres. Si on s'y attaque pas, on s'y attaquera jamais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait un peu les gouvernements précédents. Et elle sera votée, je l'espère, enfin en fonction de ce qu'il y aura dedans, en juin 2020. Il reste ensuite 2 ans pour faire d'autres. Et il y a des choses assez simples qu'on peut faire qui ne coûtent pas d'argent, notamment sur la simplification. Vous vous souvenez du choc de simplification de François Hollande? Mais il en reste quoi? Eh bien, il en reste rien. Bah oui. Oui, donc il faut recommencer. Je vais arrêter de parler de Châtellerault, je vous promets, mais une usine qui attend depuis 2 ans et demi son autorisation pour ouvrir une extension 25 emplois. C'est le cas classique qu'on voit partout. Donc il y a plein de choses à faire dans ce pays pour améliorer l'économie. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Alors, on s'attaque à une réforme des retraites qui, du coup, sera... Alors, je pense qu'on peut faire les deux, pour répondre à votre question. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a une administration qui, souvent, c'est ce que disait d'ailleurs le président de la République, hein, il parlait d'État profond. Il y a une administration sur la simplification, c'est ce qui s'est passé. Vous savez qu'on a voté une loi sur la simplification. Gérald Darmanin fait voter une loi aussi sur le droit à l'erreur. Et derrière, il y a des tas d'exceptions qui se mettent en place, qui font donc que il y a une administration. J'ai le droit à l'erreur, mais en fait, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc c'est le bastion du conservatisme en France. En fait. Je pense. Alors est-ce qu'il faut changer des têtes dans cette administration? Justement, c'est ce qu'on appelle le spoil system. Mais souvenez-vous, c'était dans le programme présidentiel. Exactement. Alors et je pense que c'est une des erreurs qu'a fait le président pour accélérer les choses. Quand on va dans une entreprise qui ne va pas, ben, en général, pas à chaque fois, mais en général, on change les têtes, on change certaines têtes pour mettre un regard nouveau. Et c'est pas un jugement de valeur sur les gens. C'est qu'au bout d'un moment, dans la même fonction, on a du mal à se réinventer. Vous voulez un Emmanuel Macron manager plus que président presque? C'est peut-être pas le rôle du président, c'est peut-être le rôle du Premier ministre ou des ministres, hein, d'ailleurs. Le budget 2020, Geoffroy Roux de Bézieux, on voit qu'il y a beaucoup de mesures de soutien à la consommation, qu'effectivement, on a l'impression qu'on va redonner, enfin, on va reprendre aux entreprises dans cette deuxième moitié de quinquennat une partie de ce qu'on leur a donné dans la première partie. Est-ce que pour vous, c'est un véritable renoncement à cette politique de l'offre, d'amélioration de la compétitivité des entreprises, ou est-ce que c'est un petit adoucissement pour faire passer justement la pilule de cette politique de l'offre? Vous posez la bonne question. C'est difficile de le dire aujourd'hui. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que depuis 5 ans, on baisse les impôts des entreprises. Depuis 5 ans, on crée de l'emploi. Donc là, on arrête. En fait,
Si on fait le bilan de ce qui va être fait en 2020, vous avez une baisse d'IS, d'impôt sur les sociétés, de 2,5 milliards, compensée par 600 millions de niches fiscales, la hausse des impôts locaux, on doit être à peu près à zéro. Bon, donc pour la première fois, on ne baisse plus. Et effectivement, on distribue aux ménages. Entre parenthèses, on nous dit, oui, mais on distribue aux ménages, ça va faire de la consommation, donc du PIB. Mais c'est ça qu'on fait depuis 40 ans. Et on fait quoi? On creuse le déficit commercial. Donc c'est une erreur. Mais on a envie de vous Après, il y a dire, un jugement de valeur pour vous répondre. pour rebondir sur ce que Je vous finis venez de juste, dire. excusez-moi. Non, excusez-moi. Alors je vous laisse. Non, mais on peut dire chacun son tour quand même. Mais Hein, tous les entreprises, pardon, les mais ménages, ça, c'est juste. Vous êtes très marxiste dans votre Oh, raisonnement. je suis pas marxiste, je vous pose Chacun des son questions. tour, c'est croire que C'est un l'un jugement de est valeur. l'opposé de l'autre. Mais non, si vous aidez les entreprises, elles embauchent, elles font des augmentations de salaire. Vous savez combien Mais là, sont on les creuse le augmentations de salaire? déficit si on fait les ménages et les Mais entreprises. il ne en fallait même pas temps. faire les ménages. C'est une erreur, puisque les ménages, je vais vous dire, quelle est l'augmentation de salaire moyen des entreprises privées au début de l'année? C'est une statistique qui est disponible. 2,4%. Le double de l'inflation. Donc, le pouvoir d'achat, il a été mis en place. Vous savez combien les entreprises ont versé en prime défiscalisée, qu'on appelle à tort la prime Macron? À tort. 2 Il milliards vous a et bien demi. aidé quand même. 2 milliards et demi de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il est là. La plupart des gens ont épargné d'ailleurs. Mais oui, En fait, mais c'était pas une justement, bonne idée. parce qu'ils savent très bien que si on leur donne du pouvoir d'achat, ça ne durera pas. Donc il fallait continuer la politique de l'offre. Et il y a un juge de paix qui va être très clair, c'est que le gouvernement s'est engagé à un impôt sur les sociétés à 25% en 2022. On en est loin. On est à 31%. Donc, plus personne, en réalité, n'y croit vraiment, mais c'est le juge de paix de cette politique. Non. Il y aura un autre juge de paix. Parce qu'on vous a fait des promesses sur un sujet qui vous tient à cœur, qui est pour vous un cancer pour les entreprises françaises, c'est ces fameux impôts à la production. C'est-à-dire que ces impôts que les entreprises payent avant d'avoir commencé à produire ou vendre le moindre bien ou service. Alors je vous cite les plus célèbres, hein. Il y a la C3S, la CVAE, contribution sur la valeur ajoutée, etc. C'est plus de 70 milliards d'euros par an. C'est presque le double de l'impôt sur les sociétés. Donc j'ai envie de vous dire, votre baisse d'impôt sur les sociétés, c'est anecdotique par rapport à ce sujet des impôts à la production. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Je vous remercie de poser cette question, parce que effectivement, c'est un peu mystérieux pour le grand public, mais il y a une manière très simple de les décrire, c'est des impôts sur le chiffre d'affaires. Que de ça. Ouais. C'est des impôts sur le chiffre d'affaires. Et même le Français qui n'est pas un chef d'entreprise comprend que le chiffre d'affaires, c'est pas un reflet de l'argent qu'on gagne. Donc, c'est la spécificité française. Aujourd'hui, on est compétitif, ou on le sera si on est à 25% sur l'IS, l'impôt sur les sociétés. On l'est, pas tout à fait, mais près sur le coût du travail avec l'Allemagne. Et la grosse différence de compétitivité, c'est ça. Et là, Bruno Le Maire nous dit, et le gouvernement nous dit, non mais on va s'en occuper, mais il faut que vous renonciez à d'autres choses. Donc il nous propose. Tourne le dos, le gouvernement. Non, il ne tourne pas le dos, mais il nous dit simplement sur le point des impôts à la production, il faut que vous renonciez à d'autres mesures. Donc ça veut dire que c'est le même système de prélèvement. Ça n'a aucun sens. Et je pense qu'effectivement, vous avez raison, si on ne s'attaque pas à ces impôts de production, on ne sera jamais compétitif. Je ne parle pas des Chinois, je ne parle pas de l'Inde, je ne parle pas de pays à bas coût, je parle de pays autour de nous. Et là, on est assez sceptique, voire complètement sceptique, sur la volonté du gouvernement de vraiment s'attaquer à ces impôts de production. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui les a créés, pour être honnête. Le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup sont à la main des élus locaux. Et chaque année, l'augmentation de ces impôts de production, c'est 4% par an, 3 ou 4%. Élus de droite comme élus de gauche. Vous avez même des cas ubuesques, vous avez le versement transport. Vous savez qu'on paye pour le transport de nos salariés. Mais il y a même des endroits où on met le versement transport, mais il n'y a pas de transport. C'est-à-dire que les salariés, ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc effectivement, il est urgent de réformer ça, mais je ne vois pas de réalité tangible, économique, budgétaire, de volonté de réforme. Dernière question, Emmanuel. Quand on regarde les marchés financiers, ils sont plutôt pessimistes. Et quand on regarde les données dures de l'économie, elles sont plutôt bonnes. Les entreprises veulent investir, elles embauchent. Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment aujourd'hui dans la hiérarchie des risques? On a parlé du Brexit tout à l'heure. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes? Il y a les pénuries de recrutement. C'est-à-dire quoi? Jamais les entreprises n'ont eu autant de mal à recruter. C'est quoi pour vous les principales menaces sur la croissance dans les trimestres qui viennent? Le Brexit est une menace, c'est probablement pas la principale. Objectivement, les entreprises françaises, en tout cas les moyennes et les petites, ne sont pas prêtes. La réglementation européenne est tellement complexe qu'il y aura un chaos s'il y a un Brexit dur, c'est-à-dire sans accord le 31 octobre. Non, les grandes le sont, parce qu'elles ont, enfin, je veux dire, PSA, Airbus, etc., ont travaillé, mais les petites ne le sont pas. Après, la France n'est pas une île. C'est-à-dire que oui, l'économie se porte plutôt pas mal, encore que l'intérim commence à flageoler, et ça c'est un mauvais signe, mais autour de nous, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, vous l'avez mentionné, l'Espagne ralentit, et donc un jour ou l'autre, on sera rattrapé. L'Allemagne, ça vous inquiète vraiment Oui, mais bien sûr. C'est conjoncturel. Est-ce que c'est juste le secteur de l'automobile?
Ou est-ce Non, que c'est non, plus non, que c'est ça? plus profond que ça. C'est toute l'industrie qui ralentit. Elle ralentit pourquoi? Parce qu'elle est bénéficiaire du commerce mondial, 200 milliards d'exportations. Alors d'une certaine manière, on est protégé pour une mauvaise raison. C'est que nous, on est à déficit. Donc mais on est protégé provisoirement, pas définitivement. L'émission se termine. Tout de suite, c'est le mot de la fin. On revient à la politique. Geoffroy Roux de Pur et dur. politique à Paris. Un sondage dans le JDD. Aujourd'hui, c'est le premier de ce type. Place Anne Hidalgo, loin devant les deux candidats de La République En Marche. L'un dans La République En Marche, l'autre dehors. Benjamin Griveaux, Cédric Villani. Est-ce que vous avez un candidat au MEDEF pour la mairie de Paris? Évidemment, non. D'abord, moi, je vote pas Paris. Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse, c'est le candidat qui va faire en sorte que la capitale devienne attractive pour le monde entier, mais n'empêche pas non plus l'activité économique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, de ce point de vue-là, je le dis très gentiment à Anne Hidalgo, il y a un moment où il faut faire un équilibre entre le citoyen qui a envie de rouler en vélo, etc., ce qu'on comprend très bien, et le commerçant qui a besoin d'être livré. Et là, je pense qu'il y a un peu d'équilibre à trouver. Un deuxième mot de la fin. Si Le vous voulez. 6 octobre prochain, une manifestation à Paris contre la PMA, la procréation médicalement assistée. Est-ce que vous irez manifester? Non, je n'irai pas manifester, et le MEDEF n'a pas tellement à se positionner sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Emmanuel Le Chypre, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, d'avoir répondu à nos Porte-parole questions. des À patrons. tous les trois. Porte-parole du patronat.